Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Nouvel épisode donc et nouvelle draft. Aujourd'hui on part donc sur la draft des meilleurs rookies des 10 dernières années. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de QI Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, à l'approche de l'arrivée de la nouvelle saison, on continue aussi de vous proposer les drafts, ce concept qu'on a eu au début de l'été qui permet de revenir sur les 10 dernières années et d'essayer de classer selon différents critères et selon certains sujets des joueurs. C'est surtout une bonne occasion de parler de certains joueurs. Et comme à chaque fois quand on fait cette draft, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va ? En pleine forme. Et toi? Eh ben écoute, ça va, je suis content, on peut faire cette draft. En plus, mine de rien, avec le temps, je me rends compte qu'on est devenu un podcast qui parle pas mal de jeunes joueurs. Donc je trouve que c'est finalement Ouais, aussi c'est vrai. bien dans le prolongement, tu vois, de notre DA. Donc je trouve ça cool qu'on puisse parler de ces joueurs-là. Et je sais Ouais. pas pour toi, mais moi, c'est la draft où j'ai eu besoin d'analyser le plus de joueurs. Dans quel sens? Parce que tu as voulu prendre. Dans le sens T'avais où en plein fait de je me suis rendu joueurs dans. compte qu'il y avait, moi j'avais 16 joueurs qui se détachaient un peu, j'aurais peut-être même pu monter à 17, 18, alors que souvent les autres drafts, au bout de 1, 11, 12, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, je pense que j'avais une douzaine de joueurs et deux, trois noms en plus. C'était pas la plus dure à sélectionner, je trouve. Avec, on va le voir, certains critères qu'on a essayé de prendre en compte. Peut-être on peut d'ailleurs démarrer un peu rapidement dans le vif du sujet. Paul, je te propose qu'on revienne un peu sur les différents critères. Je vais les présenter, puis n'hésite pas à compléter si jamais tu penses qu'il y a besoin Ouais. de compléter. On s'était dit, premier critère, évidemment, la qualité individuelle du joueur sur sa saison de rookie. Élément, c'était toi qui voulais d'ailleurs qu'on rajoute ça. Tu souhaitais qu'on ajoute un peu une dimension s'il y a eu playoff et qu'il a été dominant en playoff. Ouais, voilà, en fait, on prend la régulière plus les playoffs. Alors, évidemment, le gros du gros, ça reste la régulière. Moi, je les ai classés en fonction de quand même ce qu'ils ont fait en régulière. Mais il y a des mecs qui ont vraiment bien performé en playoff. Et donc, du coup, bah, ça les a remontés dans mon classement, même si par moment, ils n'étaient pas si dominants que ça ou ils n'avaient pas fait des énormes stats sur la régulière. Bah, j'ai voulu prendre en compte les playoffs parce que je trouve que c'est toujours cool de voir des mecs, dès leur saison rookie, peser positivement en playoff, quoi. D'autant que cette génération-là des 10 dernières années est une génération qui est un peu particulière parce que quand tu regardes, il y a eu beaucoup de très gros rookies avant eux, notamment dans les 10 ans qui ont précédé. Des gros rookies qui ont peu fait les playoffs pour le coup. Et avant ces 10 années-là, quand on est avant les années 2000, pour le coup, les rookies changeaient vraiment les équipes. Et là, on avait des accès aux playoffs qui étaient majeurs. Donc effectivement, il y avait on s'est dit que c'était intéressant en tout cas d'avoir un petit bonus autour de ce critère-là. Deuxième critère qu'on s'est donné, la capacité à faire gagner son équipe. C'est-à-dire, est-ce que l'arrivée de ce joueur a conduit à ce que son équipe remporte plus de matchs. Il y a un troisième critère qui vient peut-être un petit peu avec. Je suis d'ailleurs curieux de voir comment toi tu l'as jaugé. Moi, je l'ai vraiment jaugé au feeling. C'est le critère de la hype. On a essayé de se dire, est-ce que le joueur a occasionné une hype particulière? Je sais pas, toi, comment tu as essayé de jauger ça? Moi, alors, c'était pas le critère le plus important, mais quand même, parce que je me rappelle de certaines saisons rookies où il y a eu quand même une énorme hype sur certains gars. Et donc, du coup, je l'ai pris en compte dans le classement. C'est pas le truc qui compte le plus, mais quand même, je trouve que ça compte. Ouais, exactement. Notamment pour voir un peu ce qu'il arrive à embarquer derrière lui. On s'est dit que c'était intéressant. Et puis, vous avez vu, de toute façon, dans ces drafts-là, on intègre toujours un tout petit bout de subjectif. Enfin, un tout petit bout, il est certainement plus que tout petit le bout, mais la dimension hype, elle permet aussi de justifier un peu cette dimension un peu subjective. Et le dernier critère qu'on s'était donné, qui pour le coup est assez important, je trouve, mais en tout cas, je lui ai mis pas mal d'importance, c'est la facilité à se projeter dans le temps et globalement, dans quelle mesure, durant cette saison rookie, avec ce profil-là ou ce joueur-là, on s'est projeté dans le temps. Élément important, je pense que c'est pareil pour toi. Si jamais on a pu se projeter dans sa saison de rookie, mais qu'on n'a plus pu se projeter après 2-3 saisons, évidemment, je ne l'ai pas pris en compte. L'idée, c'est vraiment de se dire durant l'année rookie, quoi. Ouais, voilà. C'est juste sur l'année rookie.
Est-ce que tu projettes le joueur en une grosse star sur du moyen long terme ou pas? Exactement. Et donc, parce que je te propose, à moins que tu aies d'autres éléments d'introduction à ajouter, c'est qu'on démarre tambour battant cette draft, ça te va? On y va. Allez, Et on s'est dit que pour une fois on changeait, que c'était moi qui donnais le numéro 1 de la draft. Ok. Et ben dans ce cas-là, je vais donner le numéro 1 de la draft. Alors, moi j'avais, on va en discuter après, mais j'avais un trio qui s'est largement dégagé devant les autres. Et après, j'avais un top 5 globalement qui est nettement devant les autres. Et après, les choses se répartissent de manière un petit peu plus difficile. Et donc, dans ce top 3, deux joueurs, quand bien même sa capacité à faire gagner l'équipe a été assez faible, puisque sur cette saison, l'équipe ne progresse pas par rapport à la saison d'avant, j'ai quand même mis Victor Wembanyama comme rookie le plus impactant et le meilleur rookie des 10 dernières années. Et Victor, il fait une saison qui est vraiment exceptionnelle pour le coup en tant que rookie, notamment individuellement. Pourquoi? Parce que on a tout à la fois du scoring avec une efficacité, mais on va le voir au travers de tous les joueurs. Finalement, la plupart des joueurs avaient des gros problèmes d'efficacité ou du mal en tout cas à être efficaces dans leur saison de rookie. Donc des difficultés sur l'efficacité, mais qui, une fois de plus, si on la regarde avec détail, c'est plus une déception par rapport à sa taille et ses qualités physiques qu'un vrai problème d'efficacité, parce qu'il est à 97 sur le TS+, donc il est qu'à 3% de la moyenne, donc finalement il est quand même pas si mal. C'est le meilleur rebondeur rookie des 10 dernières années. C'est le meilleur contreur rookie des 10 dernières années. C'est le meilleur scoreur rookie des 10 dernières années. Et puis, je pense qu'il y a un élément, alors après on va revenir un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on a pensé de cette saison rookie, mais il y a un élément quand même majeur autour de l'arrivée de Wemby, c'est que c'est peut-être le seul des rookies des 10 dernières années qui, à partir du moment où il arrive, il est top 3 dans un élément central du jeu, à savoir la défense. Sauf faire de ma part, il doit finir deuxième Deepoy. Et il est déjà absolument central défensivement, et en tout cas totalement dominant défensivement. Est-ce que c'était toi ton numéro 1 et qu'est-ce que tu as pensé de cette saison de rookie de Wemby? ouais, c'était mon numéro 1 aussi. Même si, bon, les Spurs, ils sont qu'en 22-60. Mais voilà, il y avait vraiment. En fait, il arrive dans des Spurs où il n'y a rien. Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de reconstruire par la draft juste avant. Ils ont eu la chance dès qu'ils reconstruisent vraiment, ils chopent Wemby en 1. Donc là, le bilan, bah ouais, il est pas ouf. Mais en fait, malheureusement, tu peux pas trop le prendre en compte parce qu'en plus, c'est la conférence Ouest. Mais ouais, il est hyper dominant. En défense, je m'attendais pas à ce qu'il soit. En fait, il y a deux éléments du jeu où je m'attendais pas à ce qu'il soit autant dominant. C'est sur le playmaking, parce qu'il tourne quand même à presque 4 passes de moyenne, même s'il y a du déchet, il y a presque aussi que 4 turnovers. Et sur la défense, où tu vois, c'est un rookie qui tourne à plus de 3 blocs et demi de moyenne, quoi. C'est un délire. Et, euh, et surtout, je trouve qu'il est vraiment monté en puissance sur la fin de saison, sur la deuxième partie de saison, où en fait, il tape des mois à 27 points, 26, 27 points, 12 rebonds, 5 passes, enfin, c'est un délire. Et, euh, et tu vois, sur sa deuxième saison, jusqu'à qu'il se blesse, tu peux facile le mettre dans un top 5 MVP. Et là, pour le coup, bah, la hype, elle était énorme, avant draft, mais aussi sur sa saison rookie. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, ouais, mais en NBA, il va pas tant dominer que ça et tout, alors qu'en fait, bah, il a dominé dès sa première saison. Et, bah, évidemment qu'on le projetait en tant que superstar et tout, quoi. Je trouve que c'est un élément qui est intéressant quand on regarde ce qui s'est passé autour de Victor, c'est vraiment un rookie qui a été dans une année d'expérimentation en tant que rookie. Et donc, la capacité à faire gagner l'équipe, elle est fortement impactée par ça. Les Spurs ont vraiment été dans une logique de ne pas le brider et d'essayer d'aller chercher des éléments qui vont pouvoir, tu vois, un peu mettre les différents bouts du puzzle pour qu'on puisse se projeter à terme sur un joueur énorme. Moi, je trouve quand même que ce qui est décevant sur cette saison-là, c'est qu'ils finissent l'année à 22 victoires. Et l'année où il arrive, ils sont à 22 victoires. Tu vois, il n'y a même pas une victoire ou deux, trois victoires de plus. Alors que quand on regarde, tu vois, les autres rookies qui sont notables sur les 10 dernières années, et ben en fait, chez tous quasiment, sauf un, tu as une vraie progression dans les victoires quand même. Donc moi, j'ai trouvé que ça, c'était décevant pour le coup. Mais ce qui le détache des deux autres que j'avais moi dans le top 3, effectivement, c'est cette domination qui est couplée à une facilité à se projeter dans le temps qui est énorme. C'est un des rares joueurs, tu vois, où je trouve que à la fin de la saison, de sa première saison, tu n'as aucun doute sur le fait que tu es face à un top 5 MVP d'ici 2 ans et pendant longtemps,
s'il n'y a pas de blessure. Parce que dans ce puzzle qui est mis en place, tu l'as dit, il y a le playmaking par exemple, qu'on n'avait pas soupçonné. La défense, on imaginait qu'elle serait haute, mais en fait elle est très très haute. Ok, le 3 points, il est un peu limité, mais sur le 3 points, on voit qu'en fait, quand tu regardes dans le détail, c'est le catch and shoot qui est pas très bon, mais le pull-up, il est bon. Alors, généralement, c'est ce qui vient après, donc on se dit que ça devrait monter assez naturellement. Enfin, tu as un peu tous les C'est vrai. indicateurs qui sont sur la bonne jauge pour pouvoir se projeter très vite derrière et progresser très vite. C'est vrai qu'il avait, je m'en souviens des chiffres, mais je crois qu'il est sur sa saison rookie, il est à 40% sur les pull-ups à 3 points. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Normalement, le pull-up, il arrive après le catch and shoot, et lui, il était déjà énorme, en fait, sur pull-up. Le seul truc avec Wemby, c'est vrai qu'on le projette très facile en top 5 meilleur joueur, mais il y a quand même, en fait, il est tellement grand que du coup, sur la création pour lui-même, vu que, bah, en fait, au basket, en NBA, c'est quand même, il faut quand même avoir un centre de gravité bas pour avoir un énorme volume en tant que porteur de balle. Il y a peut-être à un moment où on va se rendre compte que, alors peut-être pas en régulière, mais en playoff, que du coup, bah, c'est quand même un mec qui aura besoin de créateurs autour de lui pour vraiment atteindre des sommets en termes de scoring, parce que bah, son profil et sa taille fait qu'il ne pourra pas faire du pick and roll en tant que ball handler sur chaque possession, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mais d'autant que c'est d'autant plus vrai que tu ne vois pas dans son jeu une puissance colossale, physique, qui viendrait compenser le fait de ne pas pouvoir beaucoup dribbler. Tu vois, je pense par exemple à Joel Embiid, qui, dès sa première saison, on voyait cette dimension un peu animal physique, ou même, alors Yanis, c'est un peu moins vrai, mais notamment chez Embiid, on voyait cette dimension animal physique qui faisait que tu pouvais te projeter comme quelqu'un qui va être autonome, parce qu'il a une telle puissance et un tel footwork aussi, que normalement, même les difficultés de dribble par la taille ne seraient pas compensées. Je suis d'accord avec toi, tu arrives à la fin de saison avec Wemby avec plein de possibilités, mais aussi beaucoup de questions. Et tout en haut des questions que tu te poses, c'est en fait, est-ce que c'est un ailier ou est-ce que c'est un pivot? Et je pense qu'au début de la saison, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il démarre la saison post 4, on a envie de se dire, ça sera peut-être un Kevin Durant. Et tu arrives à la fin de saison, tu te dis, non, en fait, il faut que ça soit un pivot, ou tu es encore dans le doute, mais je pense qu'on commençait déjà à se dire, en fait, non, il faut que ça soit un pivot. Bah, le truc, c'est que sur la régulière, il aura toujours besoin toute sa carrière d'un pivot qui bataille la plupart du temps à côté de lui. Mais dans les playoffs, la meilleure solution, ce serait d'avoir Wemby en 5 pour être tout le temps en 5 out. Et je pense qu'assez rapidement, ce sera un 5 out optimal parce que il est déjà dedans à 3 points. Mais oui, il y a un peu ce côté. J'ai encore des doutes en fait sur le fait que très rapidement, il va être ultra positif en attaque dans des hautes sphères de playoffs. J'ai peur que ça mette, tu vois, 5-6 ans, alors que certains pensent que ça mettra 3-4 ans, quoi. Mais j'ai envie d'être optimiste. Et ça, une fois de plus, c'est plus sur la projection à partir de maintenant. Du coup, ce que je te propose, Paul, si t'es OK, et si tu vois pas d'autre chose à dire sur notre cher Wemby, c'est qu'on passe au numéro 2. Et donc, à ton Allez, pic de ton côté. Et là, à mon avis, je serais pas surpris qu'on n'ait pas le même. bah moi j'ai quand même Luka Doncic en 2. Luka qui tourne à 21 points, 8 rebonds, 6 passes D de moyenne sur sa saison rookie. Bah, il y avait une hype de fou, même si bon, les Américains, je pense pas qu'ils étaient si hypés que ça, parce qu'ils ont pris DeAndre Ayton et Marvin Bagley devant. Mais on parle d'un mec qui a été, juste avant qu'il arrive en NBA, il est quand même MVP de l'Euroleague. Et il gagne un Euro avec la Slovénie un an avant. Même si c'est pas lui le meilleur joueur, il est quand même deuxième option offensive de cette équipe. Donc il y a une hype de fou et je trouve quand même que sa saison rookie, elle est assez exceptionnelle. Parce que tu vois déjà un porteur de balle primaire, t'avais pas trop de doute là-dessus. Maintenant, tu vois, par rapport à Wemby, bah, moi, je l'ai mis derrière Wemby comme toi. Parce qu'en fait, l'adresse à 3 points, elle était pas là, parce qu'il était qu'à 32,7%. Wemby, il a 32,5%. Il y a un peu plus de volume avec Luka, mais pas tant que ça. Il est aussi à 97 de TS+. Et défensivement, bah, il y a évidemment 3 galaxies d'écart. Mais alors, je m'en souviens, les Mavs, ils sont en 33-49. Ils sont loin dans la conférence S, mais en fait, ils sont 14e, et tu vois, ils sont 14e en 33-49, je crois. Et c'est quand même énormément de wins pour un 13e ou un 14e, quoi. Donc c'est quand même un gars qui a fait gagner son équipe. Mais un peu comme Wemby, il arrive dans des Mavs en fait, qui n'avaient pas eu le temps de reconstruire parce que Dirk était encore sous contrat. Donc il arrive dans un effectif avec déjà des bons petits role players. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il gratte plus de matchs que Wemby. Mais il n'y avait pas trop de doute sur Lucas, sur le fait que ça allait être une superstar de cette ligue. Et il le montre dès la saison d'après, parce que dès la saison d'après, en fait, il est All-NBA First Team. Il est All-NBA First Team sur encore 5 saisons d'affilée. Donc,
c'est un sacré quand même tonnerre dès ses premières saisons, Luka en NBA. Il passe de 24 à 33 victoires, les Mavs, après son arrivée. Ça fait plus 9 victoires. Ça fait plutôt partie des joueurs qui ont ramené pas mal de victoires. Effectivement, on est à 97 de TS+, dans un contexte où il crée énormément, avec beaucoup d'autonomie. Et sur des rookies, avoir autant d'autonomie, c'est quand même plutôt rare. On prendra peut-être d'ailleurs après un profil dans notre top 10, on verra si on en parle, mais qui peut parfois ressembler un peu à Luka offensivement, qui est beaucoup plus en difficulté sur l'efficacité. Je pense que effectivement, moi ce qui m'a fait le mettre deuxième, c'est que la hype elle est un peu moins importante que Victor. La saison elle est peut-être un tout petit peu moins forte, mais elle est incroyable sur deux aspects. Un niveau d'autonomie qui est colossal, notamment grâce à son step back à 3 points, alors qu'en fait au début de la saison on a des vraies questions sur lui parce qu'il n'a pas de premier pas et on se dit est-ce que le manque de premier pas va être un vrai souci ou est-ce qu'il est capable par d'autres atouts de compenser. En fait, on se rend compte qu'il est capable parce qu'il a, il a un footwork extraordinaire et qu'il est déjà quand même puissant. Et le deuxième, c'est sa création sur le pic, qui est quand même énorme. Alors, on est loin des sphères qu'on a maintenant, quand même, mais on commence à avoir des brides de quelque chose qui deviendra assez intéressant pour le coup. Je suis d'accord avec toi. Il y a un élément effectivement qui ne va pas dans son sens. C'est la dernière saison de Dirk Nowitzki. Et probablement que les Mavs sont plus concentrés autour de continuer à construire par la draft, en profiter pour avoir une belle saison avec une jolie histoire à faire autour de Dirk et Luka, plutôt que de gagner. Et donc, il est un peu impacté là-dessus. Toi, durant sa saison rookie, tu as parlé un petit peu de la défense. C'est quoi les éléments où tu t'es dit là-dessus, je me pose quand même des questions. Euh, Bah en fait, sur sa saison rookie, je me posais pas trop de questions physiques. Enfin, tu savais qu'il y avait des limites physiques, mais je trouvais qu'on sous-estimait le mec au niveau de son athlétisme. Et finalement, aujourd'hui, bon, on reste un peu sur notre fin. Mais, mais j'avais un peu peur que le pull-up vienne pas rapidement. Bon, finalement, il a mis un peu de temps, mais quand même, son pull-up, il est rentré assez rapidement. Et ensuite, en fait, ce qui m'inquiétait plus, c'était la construction d'équipe au Mavs, parce que c'était le genre de mec où, en fait, bah, tu savais que dès qu'il arrive en NBA, il te fait gagner des matchs. Et les Mavs ont jamais pu vraiment drafter des mecs autour de lui. Et pendant un moment, c'était un peu frustrant. Après, ils se sont bien démerdés parce que voilà, ils prennent Kyrie et ils arrivent à monter un effectif quand il arrive à 24-25 ans, qui fait finale de conf et ensuite finale NBA. Mais j'avais plus des doutes sur la construction d'effectifs que sur le gars. Parce qu'un tel niveau de manipulation de défense à 19 ans, c'est extrêmement rare. Et tu savais que bah, le plafond était un peu illimité offensivement, quoi. Tu as dans son contexte, moi j'avais trouvé deux éléments qui étaient un peu inquiétants. C'est que c'était, enfin pas inquiétant, mais qui me posaient question. Le premier, c'est qu'on était sur un joueur vraiment omnipotent. C'était déjà le cas au Real Madrid, qui a beaucoup de mal à jouer sans ballon. Moi je trouvais qu'on voyait déjà cette difficulté à jouer sans ballon, qui s'est quand même plutôt confirmée avec le temps. Et la deuxième, c'est, mais ça c'est peut-être plus lié à une sensibilité que j'ai moi, et je sais pas si tu avais la même, c'est un style de jeu à très haut risque quand même. Et tu as du mal à te projeter sur un style de jeu comme ça pour qu'il soit régulier, tu vois. C'est pas comme quand tu as un énorme driver, où l'énorme driver, bah, tu sais qu'en fait, bon, les drives, il arrivera toujours à les trouver, et puis ça sera toujours dangereux, puis il ira toujours à chercher des fautes, etc., etc. On voyait quand même assez vite se déceler un style un peu à la James Harden, pour le coup, même si James Harden drivait beaucoup, mais un peu à la James Harden. Et moi, ce que je me disais à l'époque, c'est ok, un style à la James Harden, pourquoi pas, mais enfin James Harden est tellement fort, il est tellement fort pour que ça marche. Est-ce qu'il est vraiment capable de devenir aussi fort, tu vois? Moi, c'était un peu ça l'élément que j'avais. Bah, moi, le doute que j'avais, c'était est-ce que en playoff, il va assumer? Est-ce qu'il va passer ce cap mental en playoff que James Harden n'a pas souvent passé? Et pour le coup, pour l'instant, ouais, il l'a montré, quoi. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Enfin, quand tu as deux génies du basket comme ça, tu vois, comme Harden et Lucas, c'est pas vraiment un problème. Après, c'est un problème sur ta construction d'effectifs et ouais, sur le cap mental un peu qu'ils sont prêts à passer. Et aussi sur leur capacité à rester fit sur une saison entière, quoi. Alors, c'était une inquiétude que j'avais quand il était rookie, hein. Je parle pas de maintenant, hein. Je parlais bien d'une inquiétude que Ouais, ouais. j'avais quand il était rookie. Petite Mais du coup, question. c'était sur son profil aussi, du coup. Et du coup, oui, c'est un peu une question de profil. Ouais. Après, moi, j'étais un peu comme tous les gens qui regardent pas mal l'Euroleague. Un peu, tu sais, j'avais un peu le truc de bah, vous allez voir. Vous allez voir, en fait. Ouais. Si, il est vraiment trop fort. Et
Et c'est Ouais, pas c'est sûr. normal qu'il soit drafté si bas. Petite question avant qu'on passe au suivant. Est-ce que ils ont un autre joueur très important, les Mavs, qui draftent la même année au second tour? Est-ce que tu vois lequel c'est? Ah, c'est Bronson. C'est Jalen Brunson, Ouais. effectivement, qui est drafté en 33e. Et il me semble qu'ils n'ont pas leur premier tour de draft 2019 parce qu'ils doivent ils doivent trader assez vite pour Porzingis. Je me demande si c'est pas lié à ça. Non, ça doit pas être lié à ça. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas leur 2019. J'aurais peut-être dû regarder en préparant. Enfin, qu'importe. Effectivement, ils sont dans une saison compliquée alors qu'ils n'ont pas de pic de draft pour la saison, pour la draft 2018, pardon, et donc la saison 2018-2019. On passe au troisième. Allez. On passe au troisième. Alors, pour le coup, le troisième était mon deuxième. Et j'étais assez étonné en fait de le retrouver en deuxième. Mais en fait, quand j'ai regardé dans le détail, j'étais un peu forcé de le mettre deuxième. Alors, une fois de plus, hein, je le répète, moi j'avais un trio de tête qui était très très serré. Le troisième, je ne sais pas si tu as le même, c'est Ben Simmons, qui était à Philadelphie pour sa saison de rookie. Vous vous en rappelez tous, une saison à 15,8 points de moyenne, 8,1 rebonds, 8,2 passes, 1,7 interceptions, presque 1 contre par match à 100 TS+. Moi, c'est clairement de toutes les saisons rookie des 10 dernières années, celle que j'ai préférée en termes de kiff, tu vois, pour le coup. C'est le meilleur passeur des 10 dernières années en tant que rookie. C'est le meilleur intercepteur des 10 dernières années aussi en tant que rookie. Pour le coup, alors, c'était un peu particulier l'arrivée de Ben Simmons. Pourquoi? Parce que tu avais tout de suite une question sur le profil. Parce que tu avais un problème avec le tir. On voyait bien que le tir ne viendrait pas. Mais tu avais aussi des capacités sur drive qui étaient tellement au-dessus de la moyenne que tu avais envie de te projeter autour de cette capacité de drive. Tu avais de la qualité défensive dont on a tout de suite vu qu'elle était impressionnante. Et puis tu te retrouvais surtout avec un meneur de jeu de 2,03 m qui a la puissance d'un poste 4, quoi. Et donc forcément, on a imaginé quelque chose qui serait assez brillant. Et pour le coup, ça a été assez brillant. C'était très bien avec Joel. C'était bien avec Joel Embiid. Mais c'était surtout très très bien quand Joel Embiid n'était pas là. En témoigne notamment ce run de fin de saison, ils font entre 10 et 15 victoires de suite quand Embiid n'est pas là, dans un style en 5-out avec Dario Saric en poste 5, où l'équipe était absolument géniale à voir. Avec son arrivée en tant que rookie, il passe de 28 victoires à 52 victoires. C'est plus 24 victoires, évidemment, dans les joueurs qu'on a regardés. C'est de très très loin celui qui a ramené le plus de victoires, et surtout, c'est un nombre de victoires qui leur permet de passer numéro 3 de la conférence Est, et donc d'accéder aux playoffs. Donc là, pour le coup, dans la capacité à faire gagner, l'impact de Ben Simmons a été absolument énorme. Quel souvenir tu as, toi, de ton côté, de cette saison rookie? Et est-ce que toi aussi, il était dans ton top 3? Ouais, il était troisième. Il était derrière Luka parce qu'en fait, pour moi, il y avait quand même. Tu pouvais pas vraiment pas projeter le shoot à ce moment-là, quoi. Et finalement, le shoot est jamais venu. Donc, il y avait un peu un côté, ouais, mais en fait, s'il y a vraiment pas de shoot, son plafond sera quand même très limité. Et ensuite, bah, sur sa saison rookie, vu que c'est la première année, il est forfait. Oui, ok, ils font plus 24 wins, mais c'est aussi parce qu'il y a Joel qui fait sa première vraie saison avec les Sixers. Et Joel, lui, il finit top 12 MVP cette année-là. Donc, il y avait quand même un côté aussi, bah, c'est les deux qui arrivent d'un coup. Et il n'y a pas que Ben Simmons qui a fait gagner cette équipe, quoi. Même si, oui, le run de fin de saison, il est assez incroyable. Et alors, il est à 100 de TS+, mais tu projetais déjà un défenseur facile au NBA Defensive Team. Mais il y avait encore un petit peu de déchets dans son jeu. Il n'était pas si efficace que ça en transition, même s'il était assez impressionnant sur transition. Mais je l'ai mis derrière Luka et Wemby parce qu'autant j'avais aucun doute sur projeter les deux en superstar. Ben Simmons, il y avait quand même un doute. Même si, ouais, c'est sûr que quand tu vois sa carrière, on pouvait s'attendre à bien mieux. Tu vois, là, on fait un top 10 rookie sur 10 ans. Le mec est troisième. Et aujourd'hui, à 27 ans, il n'a toujours pas de contrat alors que la saison, elle commence dans 2 semaines, quoi. Donc, c'est assez triste. Mais bon, il y a un cap mental aussi que lui n'a pas passé. Il y a eu des blessures. Mais en tout cas, sa saison rookie, elle était ultra hype, quoi. Effectivement, en comparaison de Luka et de Wemby, c'est pas un numéro 1, c'est un numéro 2. Pour le coup, dans l'effectif, de manière assez claire, le numéro 1 de cet effectif, c'est Joel Embiid. Pour autant, le souvenir que j'en ai, c'est quand même qu'on avait vraiment l'impression que les Sixers avaient les 2 meilleurs jeunes de la ligue presque. Enfin, tu vois, à peu de choses près. En tout cas, à leur poste, les meilleurs jeunes. Et moi, sur la projection, pour le coup, alors je sais pas, alors je te crois totalement, hein, si tu dis que tu te projetais pas à cause du tir, mais j'ai quand même l'impression qu'à la fin de sa saison rookie, on se projette énormément. On a une grosse question sur le tir, mais il est tellement
tellement fort dans tout le reste qu'on se dit que ça devrait le faire quand même. J'ai l'impression que la vraie question qu'on avait, elle était surtout autour de sa compatibilité avec Joel Embiid, plus que sur sa capacité, lui, à faire une grande carrière. Et on n'avait pas trop de doute sur le fait qu'il ferait une grande carrière. Alors, il se trouve qu'il ne l'a pas faite, pour le coup. Probablement pour une partie blessure, probablement pour une partie mentale. Moi, ce que je trouvais vraiment génial chez Ben Simmons, c'était sa création demi-terrain dans des contextes qui lui étaient favorables. Donc notamment quand il jouait sans Joel Embiid. Je trouvais qu'il avait une capacité, tu vois, alors il y avait du déchet, hein, mais à trouver des passes qui étaient vraiment géniales. Et du coup, il y avait beaucoup de joueurs, notamment les shooters de cet effectif. J'ai dit Saric tout à l'heure, on peut se rappeler de Marco Bellinelli aussi qui fait une très bonne saison, qui était souvent mis dans des bonnes dispositions. C'est vrai qu'on vous parle souvent du spacing pour libérer la raquette, mais il y a aussi l'autre spacing qui est à quel point quand je drive, la défense est obligée de ramener des corps pour me stopper, quoi. Et lui, il avait quand même un truc où quand il drivait, ben, tu étais obligé de mettre 2-3 corps pour l'arrêter et ça ouvrait énormément d'espace pour les shooters. Et forcément, la projection qu'on avait en voyant ça, enfin la comparaison qu'on aimait faire, c'était une comparaison avec LeBron James. Sauf que LeBron James, à un moment donné, a développé le tir, ce que Ben Simmons n'a jamais fait. Ben Simmons n'a jamais eu non plus la créativité en contre-attaque pour le coup de LeBron. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, toi, sur Ben Simmons? Ouais, c'est un mec qu'on a quand même très rapidement comparé à LeBron et Giannis, mais je trouvais que, en fait, sur tous les aspects du jeu, notamment balle en main, il était quand même très loin de Giannis et LeBron, quoi. Notamment sur la capacité, tu vois, à créer suffisamment de paniers au cercle, sur son footwork, sur des choses comme ça, sur son toucher et tout. Je trouvais qu'il était loin de ces mecs-là. Et sur aussi la férocité que tu peux avoir sur drive, ne pas avoir peur de provoquer le contact et tout. Et je sais pas toi, mais tu vois, moi, alors, c'est pas sa saison rookie, mais il y a pas mal de gens qui voulaient absolument voir, au bout de 3-4 ans, Ben Simmons en franchise player avec des mecs, avec un 5-out autour de lui. Mais moi, en fait, j'y ai jamais cru parce que je me disais, ouais, mais ok, mais en fait, même dans la conférence Est ou conférence Ouest, ça dépassera pas le play-in, quoi. Et bon, finalement, on l'a jamais vraiment vu parce qu'il n'y a jamais eu cette config-là. Mais aujourd'hui, tu sais que voilà, ça n'aurait sans doute pas marché. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de fantasme quand même sur Ben Simmons dans les comparaisons, ou alors sur le fait que certains le projetaient en option 1, alors qu'en fait, il était clairement pas dans des tiers auxquels on le mettait, quoi. Alors moi, pour le coup, la vision que j'en avais, je trouve que au bout de 4 ans, c'est un peu plus facile de se dire ça au bout de 4 ans qu'à la fin de la première année. Moi, je trouve qu'à la fin de la première année, tu as quand même l'impression d'avoir un joueur qui est capable de monter en scoring, parce qu'il est quand même déjà à 16 points. C'est pas loin ça doit être sa deuxième meilleure saison en carrière au scoring. Effectivement, tu projettes pas un joueur qui sera le meilleur scoreur de son effectif ou un joueur qui finira à 25 points par match, parce que tu n'as pas cette agressivité. Mais en fait, moi, je le trouvais tellement trop fort dans tous les autres compartiments que j'avais effectivement un peu un côté à me dire... Bah en fait, il faut miser sur lui et il faut qu'il y ait du spacing autour de lui et peut-être qu'il faut un autre scoreur très fort extérieur autour de lui, mais on peut miser sur lui, d'autant que il avait montré déjà la capacité à défendre vraiment beaucoup de positions. Il n'était pas contenu au poste dédié, il arrivait même à tenir des pivots parfois, surtout quand on commençait à être dans une ère où on allait plutôt sur des pivots légers, qui est contraire à celle de maintenant, shooter qui allait au large, donc on pouvait se projeter avec eux, et qu'en plus, moi j'avais un petit doute avec Embiid, qui s'est pas confirmé avec le temps parce que Jokic a été champion, qui était de me dire les dernières équipes qui ont été championnes, c'est jamais autour d'un pivot dominant. C'est plutôt autour d'un créateur extérieur qu'on construit les équipes championnes qu'un pivot dominant. Donc non, pour le coup, moi j'étais plutôt à la fin de la saison rookie à me dire à un moment donné, s'il faudra parier, il faudra peut-être plus parier sur Ben Simmons, quoi. Pour le coup. Ok. Je te propose qu'on passe au numéro 4. Et je te laisse donc la main. En 4, là je pense qu'on n'aura pas même 4. Moi j'ai mis Donovan Mitchell en 4. Oh waouh. Ah oui, non, on n'a pas le même, ouais. Ouais, j'ai mis Donovan Mitchell parce que saison régulière passe, très bonne parce qu'il met quand même 20 points par match, presque 4 rebonds, presque 4 passes D de moyenne. Un bon 34% à 3 points sur 7 tentatives par match, 97 de TS+. Alors c'est vrai qu'il arrive dans un Utah où il y a quand même déjà des bons role-players, où Gordon Hayward s'en va libre. Et il fallait un autre scoreur un peu pour le remplacer. Et en fait, lui, dès sa saison rookie, il le remplace, quoi. Alors, pas avec autant d'impact que Gordon Hayward dès la saison 1, mais avec quand même énormément d'impact. Et là où il m'a vraiment impressionné, et c'est pour ça que je le mets top 4, c'est ses playoffs.
il fait une série, sur les playoffs, il est quand même à 24 points de moyenne, 6 rebonds, 4 passes. Et il fait une série contre OKC où il a 28,5 points de moyenne. Contre OKC où il y a du Hall of Famer dans tous les sens. Et avec un 38 points au Game 6 pour terminer la série. Donc sur les playoffs, c'est sûr, je les aurais pas mis top 4, mais vu qu'on prend en compte les playoffs, moi j'ai envie de le mettre top 4 parce que je trouve que j'ai rarement eu ce sentiment, tu vois, d'un rookie qui arrive et qui domine autant au scoring, certes dans un contexte favorable, mais face à une équipe comme OKC où il y avait quand même alors il n'y avait pas encore de certitude parce que voilà, Paul George venait d'arriver, mais il y avait quand même des forts gars devant lui, une bonne défense. Et j'ai pas. Il y a peut-être un mec qui m'a fait ce truc-là au scoring dès sa saison rookie en playoff. On va parler par la suite, mais en tout cas, lui, il m'a fait une forte impression. C'est pour ça que je l'ai top 4. Alors moi, je l'avais top 7, pour le coup, Mitchell, dans le mien. Et effectivement, je l'avais 7ème pour le run de playoff. Parce que si je prends le run de saison régulière, je pense que je ne l'ai pas dans mon top 10. Si je suis que sur la saison régulière, ou alors je l'ai 10ème vraiment just. J'aimais beaucoup la comparaison avec Dwayne Wade qu'on faisait quand il arrivait. Les gens ont bien aimé le comparer à Dwayne Wade. Et effectivement, j'aimais beaucoup cette comparaison. Mais cette comparaison, au moment où il arrive en NBA, elle a une contrepartie. C'est qu'on se dit un peu qu'on est sur un joueur qui n'est pas totalement dans la méta de la NBA à ce moment-là. Parce qu'on est sur un joueur pas très... Enfin, alors non, parce que Dwayne Wade l'était, mais... Parce qu'on est un joueur qui est pas trop porté sur le 3 points, qui est pas mal porté sur le mi-distance. Le drive, il est quand même petit. Alors, on se demande si, en fait, il va être très fort au drive ou s'il sera à un moment donné limité par sa taille sur le drive. Moi, j'aimais quand même bien son agressivité, que je trouvais géniale. Il est tout de suite arrivé avec une agressivité qui était assez top. J'aimais bien sa défense à ce moment-là. Je le trouvais plutôt intéressant en défense, pour le coup. Alors, ça s'est un peu transformé dans le futur. Mais surtout, ce qui m'a fait le mettre plus bas, c'est que il traverse la saison régulière de manière assez discrète finalement. C'est un mec qui est drafté assez loin. On met du temps à se rendre compte qu'il y a peut-être un truc autour de Donovan Mitchell à tâter. Utah est pas meilleur que la saison d'avant en saison régulière. Ils ont 3 défaites de plus que la saison précédente, qui est une très très bonne saison pour le coup et qui est un peu au-dessus de leur standard. Mais j'avais notamment un souci, c'est que, par la suite, il s'est pas tant confirmé que ça, mais j'avais un souci dans son rookie, c'est que je me projetais pas sur le passing. C'est que pour moi, on était vraiment sur un scoreur, pur scoreur, et je voyais un mec petit défenseur, pas très passeur, pur scoreur, et c'est des profils que j'aime pas trop. Donc j'avais pas trop de hype, j'avais du mal à me projeter pour le coup, et j'avais un peu l'impression qu'on était peut-être déjà au plafond. Ce qui, pour le coup, dans le futur, m'a plutôt donné complètement tort. Parce qu'on n'était pas du tout au plafond. En fait, on a eu à un moment donné un joueur. Enfin, c'est allé vers un joueur vraiment incroyable, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y avait, tu vois, je m'en souviens, il y avait une vraie bataille pour le Rookie of the Year avec Ben Simmons. Et alors moi, je t'avoue que ça a un peu joué. C'est que j'ai vu que Ben Simmons, en fait, c'est pas vraiment sa saison rookie. Alors, je l'ai quand même mis 3ème, je l'ai mis devant Donovan Mitchell. Mais vu que c'est pas vraiment sa saison rookie, parce qu'il passe quand même 1 an avec les Sixers avant de jouer sa première saison parce qu'il est blessé. Il y a un autre joueur du Thunder aussi qui vient d'être champion et qui a passé 1 an avec le Thunder et que j'ai peut-être un peu sous-classé parce que du coup, c'est pas vraiment un rookie, quoi, même si oui, on juge sa saison rookie. Mais ouais, Donovan Mitchell, tu vois, marquer 20 points de moyenne alors que tu n'es même pas drafté dans le top 10 et qu'on t'annonçait pas comme le prospect qui va devenir une grosse star, bah c'était assez impressionnant. Et moi, j'étais pas hyper fan du joueur au début, mais je trouve qu'il y avait quand même une vraie hype et j'aimais bien le combo qualité athlétique plus vraie technique, quoi, tu vois. Et notamment au niveau de la projection du shoot. Donc, et puis après, c'est quand même un mec qui a atteint un fort. Alors, il n'a pas atteint le niveau MVP, mais c'est quand même un mec, tu vois, qui peut enchaîner les All-NBA Team quand il est à 100% physiquement. Et donc, il a fermé aussi des bouches sur son passing et sur sa capacité, tu vois, à porter une équipe aussi en playoff, même si, bon, il n'a pas dépassé les demi de conf depuis sa saison rookie. Mais voilà, j'ai mis 4ème, et c'est ça que je comprends qu'on le met plus bas aussi. Alors, je trouve que... Alors, ce qu'il a montré depuis, c'est déjà un joueur qui peut être un franchise player d'une équipe... Enfin, en fait, Donovan Mitchell n'a été quasiment que dans des équipes qui ont fait top 4 de leur conférence à chaque fois, quoi. Et à chaque fois, c'était lui le franchise player. Donc, effectivement, il a montré ça. Moi, je trouve quand même que la limite qu'il y a eu,
Donc c'est un top joueur pour cette raison-là. La limite qu'il y a eu, c'est que pour aller encore un peu plus haut, je trouve pas qu'il est, comme tu dis, fermé tant de bouches que ça sur le passing. En fait, le passing, il est pas mal, il est ok, pas mal, mais il manque encore un truc pour. Alors, la saison dernière, c'était sans doute sa meilleure là-dessus, mais il manque encore un truc pour que ça soit vraiment franchise player qui te mène au titre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que son duo avec Garland est intéressant, c'est parce que Garland, pour le coup, lui apporte beaucoup de cette création et enlève un peu des limites qu'on peut avoir avec Donovan Mitchell. Donovan Mitchell là-dessus. Mais donc, ouais, non, moi je l'avais pas top 4, je l'avais top 7. Est-ce qu'il te reste encore un truc à dire sur Donovan Mitchell ou est-ce qu'on passe à notre 5e choix? Non, c'est bon. On passe au 5e. Alors, moi mon 5e était 4e, mais alors 4e tranquille, hein, pour le coup. C'est le plus ancien de ce ranking, c'est Karl Anthony Towns. C'est Karl Anthony Towns qui arrive en NBA, se fait de ma part en 2015-2016. Il fait une saison à 18,3 points de moyenne, 10,5 rebonds, 2 assists, 1,7 contre. Et oui, parce que Towns, au tout début, on s'était dit peut-être qu'en fait, il y a de la défense. 0,7 inter, un incroyable 109 de TS+. Pour le coup, 9% au-dessus de la moyenne. Et en fait, je vais tourner autour de ça pour expliquer pourquoi pour moi il était top 4. C'est parce qu'en fait, on était face à un joueur qui était déjà capacité d'encaisser un gros volume, sur lequel on se disait il y a énormément de potentiel à développer parce que en fait, il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur le 3 points. Alors, il ne tirait pas beaucoup à 3 points à ce moment-là, mais les quelques flashs, on s'est dit pourquoi pas. On s'est dit mais il y a peut-être aussi quelque chose sur le poste bas qui peut être pas mal. Et en fait, il est un peu sur une année exploratoire, mais tout en étant sur une année exploratoire, il est super efficace. Et en fait, ça s'est révélé par la suite. Hein. C'est qu'en fait, on est peut-être sur le meilleur. Alors lui se vend comme ça, et sincèrement, je trouve qu'il peut défendre cette position-là, celle du meilleur shooter de plus de 7 pieds de l'histoire de la NBA, le meilleur grand shooter de l'histoire de la NBA. Effectivement, on était face à un shooter exceptionnel qui en plus avait un volume de jeu qui était hyper intéressant, très actif au rebond, plutôt volontaire en défense. Est-ce que tu te rappelles à quel joueur il était beaucoup comparé Karl Anthony Towns quand il arrive en NBA et après un an? Ah, je sais plus. Alors, un joueur en particulier? Ouais, il y avait énormément de comparaisons entre Karl Anthony Towns et Tim Duncan. Elles ne se sont pas forcément confirmées avec le temps, mais on disait que Karl Anthony Towns était un peu le nouveau Tim Duncan. Et à la fin de sa saison rookie, la hype autour de Karl Anthony Towns est énorme. En témoigne le sondage, tu sais, qui passait à chaque fois au début de l'année autour des GM, autour de qui construire une équipe. Et de mémoire, il était deuxième de ce sondage-là. Le premier, c'était LeBron James, et il était deuxième pour le coup, ce qui montre le niveau de hype énorme qu'il y avait, parce qu'en fait, on avait ce combo projection avec une énorme progression et déjà efficace. Qu'est-ce que tu avais pensé de Towns? Dernier élément, 13 victoires de plus pour le coup entre son arrivée et l'équipe d'avant. Dans une équipe très très jeune, il passe de 16 victoires, ce qui est catastrophique pour le coup, donc plus simple de monter, à quand même 29 victoires. C'est marrant parce qu'en fait, moi je l'avais 7ème, mais je voulais dire aussi qu'en fait sa saison était assez sous-cotée et qu'en fait il était très dominant et qu'on le projetait vraiment comme une star et tout. Et je pensais pas que tu allais le mettre si haut. Mais je comprends totalement parce que ouais, sa saison, elle est sous-cotée. Cette année-là, il prenait 29% de ses tirs c'était des longues mi-distances. Et il était à 50% d'adresse sur ses tirs. Donc c'est un mec avec qui ouais, tu projetais énormément de shoot. Et en plus, tu projetais, alors pas une défense élite à la Anthony Davis, mais quand même une défense solide parce que il était presque à 2 blocs de moyenne, presque à une style de moyenne. Donc il a quand même grandement déçu par la suite en défense. Et en attaque, le shoot, il a toujours été là. Et c'est vrai que c'est un super attaquant, notamment sur drive pour créer balle en main. Bon, le passing, ça a toujours été compliqué quand même. Mais ouais, il y avait une hype de fou. Et puis tu sentais aussi que c'était un mec mentalement qui en voulait. Et j'ai l'impression qu'il a été un peu perdu aussi aux Wolves parce que tu comprenais pas trop le projet, parce qu'ils se sont peut-être trop précipités pour prendre Butler. Et ensuite, il s'est cassé. Donc, ils ont dû un peu reconstruire en draftant Anthony Edwards et tout. Donc là, sur les dernières années, ça allait mieux. Et sur les dernières années, il s'est quand même racheté j'allais dire une image, mais c'est devenu plus un mec avec, qui a son rôle, tu vois, dans la ligue, parce que ça fait quand même 2 années de suite qu'il fait finale de conf. Mais c'est vrai qu'il y avait une grosse hype. Et moi, je me rappelle d'une interview à l'époque sur Beansport qu'il avait fait. Et tu sentais que mentalement, en fait, le mec en voulait énormément, qu'il voulait devenir quelqu'un d'ultra important, quoi. Donc, ouais. Saison assez sous-cotée parce qu'elle est assez lointaine. Mais
Bah, malheureusement, en fait, il gagne pas tant de matchs que ça non plus aux Wolves et on n'a pas pu le voir en playoff. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut, quoi. À noter que dans ses 4 premières saisons, il ne loupe que 5 matchs, ce qui est quand même incroyable pour un big, à un moment donné où les bigs ont quand même beaucoup de problèmes de faute. Et effectivement, il y a un creux un peu dans sa carrière, on était toujours à se dire que c'était un joueur très fort, mais on avait du mal à se projeter. Les 2 dernières saisons, effectivement, 2 finales de conférence avec des effectifs qui sont quand même construits autour de lui. L'arrivée de Rudy Gobert était quand même faite pour mettre Towns en 4, et l'arrivée de Towns au Knicks était faite pour changer l'attaque. Donc un joueur quand même qui est devenu majeur. Enfin, c'est un joueur important de la ligue en fait, Karl Anthony Towns. Quand on regarde les dernières années, c'est pas le joueur le plus apprécié, mais finalement c'est un joueur quand même assez central. Et ben, je te propose qu'on passe au numéro suivant. Et c'est à toi, donc Sixième, le numéro 6. En 6, moi, j'ai Chet, qui, pareil que Ben Simmons, c'était pas vraiment un rookie, parce qu'il passe un an avec le Thunder et qu'il se blesse au pied. Mais sa saison rookie, si je dis pas de bêtises, il joue quand même 82 matchs. Donc, je sais pas si c'était la meilleure idée du monde, parce que l'année d'avant, il joue pas, et l'année d'après, bah, il se blesse. Bon, c'est pas forcément lié, mais voilà. Donc, il joue tous les matchs. On a un joueur qui a 109 de TS+, 16 points, 8 rebonds, 2,4 passes de moyenne, plus de 2 blocs, 37% à 3 points quand même sur 4,3 tentatives par match. Donc il y avait déjà du shoot. Et alors, moi je m'en souviens que je m'étais dit en fait, soit Chet il fait passer un cap à cette équipe d'OKC, et donc ils sont premier ou deuxième de conf, soit en fait il fait pas vraiment passer un cap et il y a quand même une ou 2 années où il doit trouver sa place dans cet effectif. Et il reste un peu au milieu du classement. Et finalement, il a vraiment fait passer un cap à cet effectif en gagnant 17 wins de plus. Alors évidemment qu'il arrive dans un effectif où il y a quand même déjà des certitudes, mais il fait partie quand même des joueurs qui ont fait passer un cap au Thunder et qui les mettent dans une autre dimension. Et en playoff, il va quand même en demi-finale de conf, il a 16 points, 8 rebonds de moyenne, 2,5 blocs. Bon, il galère vraiment à 3 points, il est mal utilisé contre les Mavs, donc il fait pas une grande série offensivement. Mais tu projettes déjà en fait une espèce de superbe troisième option offensive, parce que en création, il y avait encore des doutes, même si il a quand même un peu rassuré là-dessus dès sa saison rookie. Et en fait, avoir un intérieur aussi dominant pour protéger le cercle et pour switch, et qui peut en même temps stretch en attaque, je veux dire, c'est parfait pour toi, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est sixième, et voilà. Toi, tu l'avais aussi à cette place-là? Non, moi je l'avais 5. Je l'avais 5, il faisait partie de Ah oui, mon en fait, top moi, 5. ouais, je l'avais 5 aussi. Ouais, il faisait partie de mon top Du coup, il 5 s'est mis 5. un peu nettement devant les autres. Je pense que la saison de Chet Holmgren, en fait, est on s'en rappelle peu. Enfin, en fait, elle est un peu sous-cotée. Alors, j'aime pas ces termes-là, mais on va dire, tant pis, je vais l'utiliser quand même. Elle est un peu sous-cotée parce que c'est la même saison que Victor. Et que Victor a tellement pris la lumière sur cette saison-là que, bah, en fait, on s'est pas rendu compte qu'en même temps que Victor Wembanyama se profilait un joueur absolument dantesque. Et d'ailleurs, moi, je suis presque un peu déçu de l'évolution depuis la saison de rookie. Alors, déçu, c'est un peu fort, mais je m'attendais presque à plus. Tant durant la saison de rookie, je trouvais ça absolument monumental. Pour le coup, on est tombé sur un joueur qui avait une protection de cercle dont on a tout de suite senti qu'elle serait élite. Il a changé le jeu du Thunder parce que c'est par lui que s'est instauré le 5-out, mais pas que le 5-out, aussi cette logique générale d'attaque de tous les mismatchs, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il a du dribble, qu'il a un très bon footwork, et qu'en plus il a un peu de mi-distance. On est sur un petit volume sur cette saison-là, vu qu'il en prend, je crois, j'avais regardé après 90 pull-up à mi-distance, mais il a 48% sur les pull-up à mi-distance sur cette saison-là. Et en fait, on voit des flashs à 2-3 moments d'un gars qui peut être presque un scoreur triple niveau. Tant et si bien que moi, tu vois, j'arrive à la fin de la saison, je me dis pas que c'est une potentielle option 3, c'est ce qu'on se dit maintenant. Moi, je me dis surtout que c'est une potentielle option 2 d'une très très forte équipe, parce que je vois des flashs qui sont assez impressionnants. 16,5 points de moyenne, 8 rebonds, 2,3 contre. Effectivement, Victor prend toute la lumière, mais plus de 2 contre, c'est énorme déjà. Surtout dans cette NBA-là qui va sans cesse essayer de fuir le roamer. Et en plus de ça, il y a une polyvalence défensive. Alors, il n'est pas capable de garder Donovan Mitchell, pour reprendre ce nom-là, tu vois. Mais il est quand même capable de garder des ailiers si tu choisis de switcher. Un peu décevant sur le rebond, il est globalement un peu frêle. Ça va un peu mieux depuis. Mais il est globalement un peu frêle.
Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est par ce profil-là, un peu comme Karl Anthony Towns avec le temps, ce que j'aimerais bien aussi voir avec Alex Sarr, c'est que tu te dis, ah, bah, peut-être qu'en fait, ils sont encore plus intéressants au poste 4 parce qu'ils ont pas mal d'outils qui peuvent permettre de jouer très grand et c'est peut-être intéressant de mettre un mec plus costaud à côté d'eux, ça leur permettra d'exploiter un peu mieux leur qualité et surtout dans cet équilibre que tu cherches en permanence entre ce que tu as et ce que tu n'as pas, bah, ça te permet de jouer très très grand et très très fort sur la protection de cercle. Moi j'ai adoré la saison rookie de Chet Holmgren que j'avais trouvé vraiment colossale pour le coup. Et pourquoi tu l'as mis derrière 4 du coup? Je l'ai mis derrière 4 parce que t'as pas une projection d'un numéro 1. Je pense vraiment que 4, t'as la projection. Moi, je me rappelle bien, on a la projection d'un numéro 1 et puis d'un top joueur NBA. C'est un potentiel MVP. On se dit, on est face à un potentiel MVP. Ce que j'ai pas avec Chet Holmgren. Ce que j'ai avec Chet Holmgren de dingue, c'est un joueur déjà très méta et des potentielles choses à développer, mais sans trop de certitude. Tu vois, son pull-up à mi-distance, par exemple, je me dis, putain, il est fort là-dessus. Bon, est-ce que tu vas vraiment aller le développer? Je sais pas non plus. Tu vois, il y a beaucoup de trucs où vite, tu sais qu'il va se cantonner à... Puis il y a Shai dans l'équipe, donc tu sais que de toute façon, ça ne deviendra pas le numéro 1, quoi, tu vois. Ouais. Puis après, il y a toujours eu des super flashs à la création, mais tu as vu aussi certaines limites. Et je suis d'accord qu'il a pâti du fait il est à côté de Wemby, parce qu'en fait, il fait tout très bien, mais tout légèrement moins bien en fait que Wemby et sur à peu près tous les aspects du jeu. Mais il fait quand même tout très bien et ça reste un prospect assez incroyable, Chet. Et ouais, sa saison rookie, elle est assez sous-cotée et il mérite largement sa place dans le top 5. Je rappelle quand même, hein, Towns, il est à 109 de TS+, comme Holmgren, dans une équipe de peintres, et avec personne qui crée pour lui, et en prenant, comme tu le disais, 30% de ses tirs à long mid, quoi. Enfin, vraiment, Towns, c'était, moi, je trouve, un truc assez énorme, hein, quand il... Ouais, c'est vrai. Tu vois, même, on aurait pu le même, je trouve, mettre devant Simons ou Doncic. Pas devant Doncic, ça aurait été compliqué. Moi, j'avais mis Simons devant Doncic. Enfin, tu vois, il est vraiment pas loin, je trouve, en fait, de ce top 3. Il est en dessous, mais il est vraiment pas loin de ce top 3 pour le Ouais, coup. s'il avait fait les playoffs, il aurait pu être plus haut, c'est sûr. Et exactement, ouais. Exactement. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire sur notre cher Chet Holmgren, qui en plus Non, c'est bon. est quand même devenu champion NBA très très vite derrière, hein, pour le coup. En Alors, fait, c'est ça, c'est dès sa saison sophomore, il est champion NBA et avec un vrai rôle, même si on l'a vu galérer en finale en attaque, il a su avoir un gros impact en défense et même un petit peu en attaque en allant gratter des rebonds off ou des choses comme ça, quoi. ouais, on peut même parler de rôle central, hein. C'est pas le cœur de jeu, mais c'est un rôle central, quoi. C'est le finisseur défensif. C'est un rôle absolument central. On passe au numéro 6, du coup. C'est mon tour 7, ouais. cette fois-ci. Numéro 7, on est sur le numéro 7 qui était mon numéro 6. Voilà, c'est pour ça que je me trompe. Tu as tout à fait raison. On est sur le numéro 7. Et le numéro 7, j'ai un gars de la même draft que Luka Doncic. C'est Trae Young, pour le coup, que j'ai mis en numéro 7. Enfin, du coup, c'est notre numéro 7. Alors, Trae Young arrive la même année que Luka Doncic dans un contexte un peu particulier. C'est une très forte draft d'ailleurs, hein, parce que alors je l'ai pas mis moi au final dans mes, je l'ai pas mis dans mes 10, mais DeAndre Ayton à un moment donné, je me suis quand même posé la question de s'il pouvait pas être dans les 10. J'ai trouvé trop de noms devant lui, mais il méritait une mention sans souci. Trae Young arrive dans un contexte qui est très particulier parce qu'il se fait transférer contre Doncic, il est pick devant Doncic, il y a un trade down. Pour qu'il aille à Atlanta, ce qui lui met une pression énorme pour le coup, parce que il y a beaucoup de questions autour de Trae Young, notamment de son profil physique très très frêle, avec un pull-up dont on voit qu'il peut être intéressant, mais beaucoup de questions autour de ce pull-up parce qu'on se dit que tout va dépendre de ça et que si ça rentre pas, ben le reste sera plus compliqué. Et finalement, on se retrouve avec un joueur absolument électrisant qui a une particularité qui développe, dont on voit tout de suite les prémices. Et d'ailleurs, sa deuxième saison, elle est phénoménale. C'est que il y a le côté un peu Stephen Curry sur le tir à longue distance, balle en main, mais avec une créativité sur le pic qui est nettement supérieure. Alors, on voit pas le off-ball de Curry. Le but, c'est pas de tout comparer avec Curry, mais comme quand il arrive, on compare beaucoup à Curry. On trouve bien effectivement cette range incroyable. Il peut tirer de très très loin, mais surtout ce qui est impressionnant dès le début, et une fois de plus, c'est son playmaking sur le pick and roll qui est absolument dingue et qui s'est confirmé après. Donc la saison de rookie de Trae Young, on est à 19 points de moyenne, 8,1 passes, à 96 de TS+, mais 96 de TS+, une fois de plus, avec énormément de responsabilisation, énormément de prise de risque, et
j'ai trouvé dingue, tu vois, que, je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin de la saison, on se dit, bah finalement, ce trade, il a peut-être arrangé tout le monde parce que les Hawks, eux aussi, ils ont trouvé un franchise player en devenir et que ils sont contents de ce choix-là. Ce qui, au vu de ce que produisait Doncic, était déjà dingue. Est-ce que tu avais Trae Young, toi, dans tes 10 et qu'est-ce que tu penses de sa saison rookie? C'est marrant qu'en fait, on cite que des mecs qui ont été à chaque fois avec un autre gars. Où en fait, j'ai l'impression qu'on a cité que 3 classes de draft sur 10 ans parce que c'est soit 2018, 2019 ou 2024. Ouais. Et alors, moi, Trae, je l'avais aussi dans mon top 10, mais je l'avais 10e. Je l'avais plus bas. Moi, j'avais un autre meneur devant Trae aussi. Mais ouais, Trae. Alors, moi, vu que je l'ai regardé à Oklahoma, j'ai tout de suite été hypé par le mec. Je trouvais qu'il avait été drafté trop bas. J'ai toujours cru en la star. Maintenant, en fait, si je suis objectif en fait sur sa saison rookie, tu vois quand même un mec qui est limité par sa taille. Tu vois un gars où tu te dis ouais, mais il sera jamais positif en défense. Et il y avait quand même des doutes sur son pull-up, qui tu vois finalement sur les années d'après, ça a toujours été un petit peu un streaky shooter parce que soit il met dedans sur les régulières, soit il met pas trop dedans et ça impacte quand même l'attaque. Donc il y avait pas mal de doutes sur ok, est-ce que ça va vraiment devenir une superstar offensive, une superstar de la ligue parce qu'il est quand même limité par sa taille. Et j'étais plus impressionné pour le coup par sa saison sophomore que sa saison rookie. Parce que ouais, sa saison sophomore, le mec il fait une saison sophomore, mais Elle est all-time, tu vois. monumentale, elle est monumentale, la il son fait, sophomore. putain, il Ouais. fait une 29,9 passes, mais qui a fait ça, je crois, mais presque personne dans l'histoire de la ligue, tu vois. Genre, il est assez incroyable. En plus, sur sa 3e saison, il emmène les Hawks en finale de conf. Donc, sa saison rookie, elle est assez énorme parce qu'il met 19 points, 8 passes, mais c'est pas très efficace. Il est pas non plus, il fait pas partie d'une équipe, tu vois, qui gagne beaucoup de matchs parce qu'Atlanta, ils font que 29 wins. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis plus bas que toi. Et ouais, je l'avais 10e. Moi, ce que j'aimais bien, je suis d'accord avec toi, hein. C'est le truc qui est impressionnant avec Trae Young, sa saison rookie elle est très bien, mais c'est sa saison sophomore où là tu te dis waouh, le mec en 2e année il a 20 piges, il fait un 30-10 en sifflant, enfin c'est assez phénoménal. Ce que j'avais bien aimé et ce qui m'avait donné espoir dans sa saison rookie, c'était que déjà moi je m'attendais à un shooter surtout et qu'en fait je suis tombé face à un playmaker avant tout. Et ça, je m'y attendais pas. Et du coup, je me suis dit, ok, donc en fait, il n'y a pas que le shoot en fait, chez Trae Young, il y a surtout la passe qui est dingo. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était la confiance dans laquelle il tirait. Il tirait avec beaucoup de confiance, donc je me suis dit, ça va monter. Finalement, c'est peut-être pas tant monté que ça d'ailleurs. À un moment donné, il plafonne un peu. Tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'il plafonne un peu sur son Ouais, efficacité au tir à 3 points. Et t'as l'impression qu'il n'arrive pas à passer le dernier cap. Tu vois, que Lucas a passé pour comparer. On aime beaucoup le comparer à Lucas. Pour comparer à Lucas. Mais par contre, mais du coup, en tant que rookie, bah, finalement, la sélection de tir, je me disais, bah pourquoi pas. Surtout qu'en plus, il y avait un truc qu'il a un peu perdu avec le temps, c'est qu'il drivait beaucoup. Il allait beaucoup au cercle, il n'était pas très adroit au cercle, mais il arrivait à trouver ses accès au cercle et il avait un très bon flotteur. Donc je m'étais dit, ah, il est peut-être capable de finalement de développer les deux. Après, j'avais d'énormes questions sur la défense, qui malheureusement, je trouve qu'à force d'entendre dans différents podcasts que Trae Young, en fait, il est pas si nul en défense, on finit par le coter un peu, alors que moi je le trouve vraiment très très mauvais en défense et très pénalisant, notamment à cause de sa taille et de son poids. Alors oui, il est un peu intelligent, donc il arrive à récupérer des inters, mais il est très limité. Mais effectivement, moi je l'avais, tu vois, je l'ai notamment, bah, je pense qu'on va en citer d'autres derrière, mais si tu regardes, moi en le mettant à ce niveau-là, je l'ai surtout devant toute la ribambelle de meneurs qu'on a eu qui ont fait des très bonnes saisons rookie. Et pourquoi? Parce que, en fait, quand je prends tous ces meneurs-là, c'est le seul chez qui je vois ce combo vraiment élite quand il est rookie de tir et de passe. Alors que sur les autres, je le vois un petit peu moins. Je te propose qu'on passe. Alors, du coup, je me suis un peu paumé dans tout ça. On est au numéro 7, c'est ça, hein? numéro 8. Ah bah, donc, je suis complètement paumé. Peut-être, ça peut être bien d'ailleurs de faire un petit récap. Parce que je suis peut-être pas le Allez, seul qui suis paumé. Numéro 1, on est sur Wemby. Numéro 2, sur Doncic. Numéro 3, Ben Simmons. Numéro 4, Donovan Mitchell. Numéro 5, Karl Anthony Towns. Numéro 6, Chet Holmgren. Numéro 7, Trae Young. Et donc, le numéro 8. Et donc, qui était, moi, mon numéro 6, c'est Ja Morant. ok. Moi, Ja Morant, sa saison rookie, alors là, je trouve qu'en termes de hype, c'est compliqué de faire mieux. Il y a quand même peu de mecs qui m'ont autant hype que lui sur sa saison rookie. Et même, je pense, la sphère NBA de manière générale, c'est-à-dire les médias, les mecs qui suivent et tout, étaient quand même totalement hypés par ce qu'il faisait. Alors, il a 18 points de moyenne, 7 passes D de moyenne, que 3,3 turnover. Il rentre quand même 33,1
5% de ses shoots à 3 points, sur pas beaucoup de tentatives, par contre moins de 3 tentatives, et il y a un 98 de TS+. Il fait partie d'une équipe qui gagne quand même 34 wins dans la conférence Ouest. Alors c'est pas beaucoup plus que la saison d'avant, je crois qu'il gagne que 1 ou 2 matchs de plus. Un seul de plus, ouais. Mais moi j'étais ultra hypé par ce mec. Et alors il y avait un peu ça, on l'a tout de suite comparé à D-Rose. J'ai l'impression qu'il y avait un peu un côté, en fait c'est le joueur qui va avoir la carrière que D-Rose aurait dû avoir. Bon finalement voilà, il y a eu des blessures et tout, et il y a eu un cap qui n'a pas encore été passé. Mais c'est un mec, je trouve qu'on projetait limite tout de suite en MVP quoi. On se disait ah ouais mais le mec très rapidement ça peut être un MVP, ça peut être une tête d'affiche de cette ligue. Il y avait des qualités athlétiques monstres. Il y avait quand même des vraies qualités aussi sur drive, tu vois, avec un bon flotteur, un bon footwork. Il y avait un très bon passing, pas au niveau des Luka ou des Trae Young, mais il y avait un vrai franchise player que tu pouvais projeter parce qu'il y avait le scoring et le passing. Et surtout, vu les qualités athlétiques, tu te disais, il y a quand même un scénario où défensivement, un jour, il se mettra à défendre. Et vu qu'il n'est pas non plus ultra petit et qu'il a des qualités athlétiques, ce ne sera pas si négatif que ça en défense. Et ouais, moi j'étais ultra high par sa saison rookie et c'est pour ça que je l'ai 6e. Et ben moi, Ja Morant, pour tout te dire, je l'avais 11e. Donc je l'avais pas dans le top 10 Ah ouais. pour le coup. Je l'avais en dehors pour plusieurs raisons. Première raison, effectivement, on est sur un joueur qui ne fait pas plus gagner son équipe alors que son équipe veut gagner plus. Pour le coup, on est sur une équipe qui espère aller accéder aux playoffs et finalement, il n'arrive pas à faire rajouter des victoires à cette équipe-là. Et ça s'explique notamment, selon moi, par des problèmes structurels chez Ja Morant que moi, j'avais identifié à ce moment-là. Donc pour le coup, moi, mon hypomètre, il était un peu bas et j'avais du mal à me projeter avec lui parce que j'avais 2 défauts avec Morant qui me posaient souci. Allez, première qualité, on va commencer par le positif. Première qualité, un générateur de chaos. Moi, j'aime beaucoup cet élément-là, qui a nul pareil. On a évoqué avant Ben Simmons la capacité à driver et contracter la défense pour ouvrir pour les shooters. Ja Morant, il le fait plus. Il le fait plus surtout parce qu'il est beaucoup plus agressif et que son dribble est beaucoup plus explosif, ce qui lui permet d'y aller plus. Et qu'en plus, il est probablement mentalement plus préparé à ça. Mais le problème que j'avais avec Ja Morant, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui, et je trouve que ça se sent déjà sur sa saison rookie, c'est qu'en dehors de ça, j'ai rien d'élite. Le tir, il met un peu dedans, mais on voit dès sa saison rookie qu'il n'est pas défendu à 3 points et qu'en fait, c'est des tirs hors rythme qu'il prend. Il est incapable de pull-up sur le pick. À un moment donné, on voit bien que dans cette NBA-là, le pull-up sur le pick est important. Le passing, je trouve qu'il est plus une conséquence de son drive que de la manipulation de défense. Il n'y a pas de manipulation de défense, je trouve, dans cette saison rookie. J'ai pas ce souvenir-là, tu vois, d'avoir ça. Et du coup, je me retrouve avec un joueur que je compare à ce moment-là beaucoup à Russell Westbrook. Et comme avec Russell Westbrook, je suis dans quelque chose, là on est autour de 2019, si je dis pas de bêtises, Ja Morant, 2020, j'ai un doute, peut-être tu te rappelles mieux que moi. Ouais, 2019-2020, sa saison rookie. Ouais. Voilà. Et en fait, on sait que ce profil-là, il est problématique en fait. Et donc, je me suis d'ailleurs un peu trompé, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir une forme, non pas de plafond, mais que le plafond, il est pas si haut que ça, tu vois. Alors je sais pas si je me suis trompé d'ailleurs, parce que il y a eu un moment donné, on s'est dit, ça commence à exploser, le plafond est peut-être très très haut. Puis là, peut-être depuis 2-3 ans, on se dit, peut-être que le plafond il est pas si haut que ça. Et qu'en fait, il faut lui mettre un autre porteur de balle avec lui. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec Desmond Bane pour l'enlever de la responsabilité demi-terrain, tu vois. Donc moi, j'étais là-dedans. Et c'est ce qui m'a empêché de le mettre dans le top 10 pour le coup. Bon, sachant que 11ème, je trouve ça déjà incroyable. Ok. Ouais, c'est marrant. En fait, je vois ce que tu veux dire, tu vois, avec la compa avec Westbrook. Mais ok, ouais, c'est des profils à compromis. En fait, c'est des profils qui sont quand même tellement forts dans ce qu'ils font et qui ont un tel combo technique, balle en main, plus qualité athlétique pour leur taille. En fait, c'est ultra intéressant. Et même si tu sais qu'à un moment, en fait, les qualités athlétiques, elles seront plus là, tu as quand même plein d'années où tu peux avoir un super joueur que tu projettes en option 1, leader d'une équipe qui va loin, quoi. Après, j'ai l'impression qu'il arrivait dans un effectif qui était une équipe assez jeune qui vend. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je sens qu'ils veulent pas, que le management veut pas vraiment passer ce cap-là et qu'en fait, il végète un peu. Mais il y a aussi la conférence Ouest. Je pense qu'il n'a pas été aidé par être dans la plus forte des conférences. Mais ouais, moi, j'étais beaucoup plus hype que toi, c'est sûr. Et même si moi, tu vois, les profils ultra athlétiques comme Westbrook, comme Ja, moi, j'aime beaucoup. Et je sais qu'en début de carrière, je me régale.
même si je sais qu'à un moment donné, ça va être très frustrant parce que les qualités athlétiques, elles sont plus là. Et pour le coup, Westbrook, ça a quand même mis du temps. Mais c'est vrai que déjà, en fait, dès ses 25 ans, on se rend compte qu'il y a quand même un plafond. Mais, euh, mais puis c'est un mec aussi, tu vois, dès ses premiers playoffs, il nous a fait des perfs de ouf. Alors, il se blesse à chaque fois, c'est vrai, mais il tape des 40 points contre les Warriors, contre les Lakers, etc. Donc, ouais, j'étais très hypé par son début de carrière et surtout sa saison rookie. Tu vois, moi, je l'ai dans une range de saison rookie avec Paolo Banchero et Anthony Edwards. Et c'est celui que j'ai mis le plus haut dans cette range-là. Tu vois, pour moi, c'est un peu ce tiers-là. Et pour moi, il n'est pas dans le tiers. Pour le coup, il n'est pas dans le tiers avec Trae Young. Et on va voir si on en parle après, la Melo Ball. Tu vois, enfin, pour moi, c'est un peu en dessous de ce tiers-là, notamment pour la partie projection. Sur ce que j'ai vu autour de Ja Morant. D'ailleurs, je précise quand même, hein, l'avenir m'a plutôt donné tort, hein, au final. Parce qu'on est effectivement sur un joueur qui, dans les saisons 2, 3, 4, a montré que, en fait, il pouvait monter assez haut et que c'est un joueur. Je pense que Memphis a déjà dû faire deuxième de mémoire de conférence avec lui, doit peut-être même dès la deuxième année, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un mec qui pouvait faire gagner son équipe par justement cette génération de KO qui est assez incroyable. Mais dans la saison rookie, voilà, j'avais trouvé pour le coup pas mal de limites. On est donc au numéro 9. Numéro 9. À mon avis, le numéro 9 que j'ai, tu l'as pas dans ton top 10. C'est un joueur de la draft de Karl Anthony Towns. Pour le coup, en numéro 9, j'ai Kristaps Porzingis. Pour le coup, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, Kristaps Porzingis fait une saison 2015-2016 au New York Knicks à 14 points de moyenne, 7,3 rebonds, 1,3 passes, 0,9 contre, 0,7 interceptions, 96 de TS+. Il finit deuxième au Rookie of the Year et les Knicks passent de 17 à 32 victoires. Donc c'est un des joueurs qui a le plus impacté les victoires d'ailleurs de son équipe. Même si je me demande si je sais plus quel est l'état physique de Melo entre les deux saisons, mais en fait Porzingis a un peu réveillé New York en arrivant là-bas pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on voit arriver un mec de 2,15 m qui a un shoot qui est très clairement fiable pour le coup. On voit aussi des qualités athlétiques qui sont intéressantes. Et rappelez-vous, le surnom de Porzingis à cette époque-là, c'est la licorne. Et c'est le début des licornes de ces joueurs-là qui ont un potentiel physique absolument incroyable, qui ont déjà un élément qui est en place, c'est le tir, et dans lequel tu projettes des choses assez énormes. Et en fait, déjà sa saison en termes d'impact, elle est pas mal. Il a beaucoup de matchs où il a un gros impact. En termes de hype, je ne sais pas si tu te rappelles, mais elle est monstrueuse. Il y a une hype énorme autour de Porzingis, bien boostée par le fait que c'est New York. Hein, et qu'en plus, il arrive, il est hué par le Garden quand il est pique. Et puis en fait, très rapidement, il arrive à tourner le Garden. Donc en plus, il y a une très belle histoire. Mais surtout, la projection qu'il y avait avec Porzingis, elle était monumentale. Il avait tout en fait dans son jeu pour devenir fort. Il a eu une très grosse blessure dans sa 3e saison de mémoire qui l'a énormément impacté, notamment sur sa mobilité, qui en a fait le joueur qu'il est aujourd'hui, qui est déjà un très très bon joueur, champion NBA et central en tant que champion NBA. Mais la projection était assez dingue. C'est quoi le souvenir que tu as toi de Porzingis rookie? Est-ce que tu l'avais dans ton top 10? Et quel souvenir t'en as? Moi, je l'avais pas dans mon top 10. Je l'ai pas dans mes mentions non plus, parce que je trouve qu'en termes de volume, c'est un peu light. Après, c'est vrai qu'il y a 15 wins de plus par rapport à l'année dernière, je viens de regarder. Mais ouais, je sais pas, j'étais pas si hypé que ça. Je sais pas si c'est le contexte New York ou en fait, peut-être qu'on en faisait trop. Enfin, les médias en faisaient trop parce que c'était New York et que ça faisait un moment en fait qu'ils voulaient un peu avoir un joueur fort et que là ils en avaient trouvé un alors qu'en fait ils lui avaient craché dessus limite à sa draft. Mais bah ouais, en fait le truc c'est vrai que c'est la première vraie licorne de 2,20 m et donc du coup à l'époque tu te dis ouais, mais est-ce que 2,20 m en fait c'est pas trop grand pour la NBA et qu'on a déjà vu des mecs de cette taille-là pas faire grand-chose. Et ensuite bah tu vois qu'aujourd'hui tu vois il a quand même toujours sa place en NBA. Bon, il y a eu une blessure assez tôt finalement qui a vraiment stoppé sa carrière parce que tu sais que les mecs de 2,20 m quand ils se font des grosses blessures, c'est beaucoup plus dur pour eux de revenir. Donc je suis peut-être biaisé un peu par ça, mais du coup j'étais pas si hype que ça parce que aujourd'hui tu vois on voit des Wemby, Chet Mobley, enfin surtout Wemby et Chet qui sont presque à 2,20 m. Enfin, Wemby, il est au-delà des 2,20 m, mais donc il y a un côté, ouais, mais les licornes, aujourd'hui, en fait, si vu qu'elles sont très mobiles, tu les projettes largement en NBA.
il n'y avait pas non plus ce truc aussi impressionnant, je trouve, avec Kristaps que tu as eu avec Chet et Wemby. C'était une licorne, mais c'était la première licorne, donc c'était une licorne un peu rough, quoi, comme disent les Anglais. Donc, je ne l'ai pas dans mon top 10, mais je peux comprendre parce que il était assez impressionnant. Ouais. Je trouve que tu as. C'est le premier très grand joueur comme ça, déjà, qui peut encaisser la trentaine de minutes par match. C'était ça qui était nouveau. C'est qu'en fait, souvent, on avait des joueurs, effectivement, qui manquaient de mobilité, qui étaient ciblables, qui, pour le coup, avaient des problèmes de cardio. Lui, c'était pas trop son cas. Et tu vois, à la différence de Chet, par exemple, tu vois, dont on a parlé, lui, il y avait des flashs de c'est un franchise player. Il y avait des moments où tu disais tu peux te projeter avec lui comme un franchise player, ce que pour le coup t'avais pas, avec Chet Holmgren. Et donc Porzingis est notre numéro 9. Mon cher Paul, je te laisse le plaisir de conclure ce top 10 avec le 10e pick. 10e pick, moi je l'avais 8e. Moi je pense savoir qui c'est. Vas-y, c'est qui devine? Te connaissant, à mon avis, c'est la Melo Ball. Non. C'est pas la Melo, ok. C'est pas la Melo. Okay. Je l'avais en mention, la Melo, mais c'est pas la Melo. Non, je dois avouer, et Dieu sait que je suis pas le plus grand fan du joueur, mais moi j'ai mis Jason Tatum. Je l'avais en 8, Tatum. Okay. Parce que, alors, il fait pas, en régulier, il fait pas des énormes stats. 14 points, 5 rebonds, 1,6 passes. Mais par contre, il fait quand même des gros playoffs. Boston, ils sont en 55-27 cette année-là, donc bon, il est quand même très bien entouré. Hein. C'est une année où il est très bien entouré, avec de la star à côté de lui, un effectif qui a déjà fait une finale de conf la saison d'avant. Mais il fait des playoffs en fait où il a 18 points de moyenne, presque 5 rebonds et presque 3 passes D, à 104 de TS+, quand même sur les playoffs, donc il est au-dessus de la moyenne. Et ouais, il y a des highlights quand même assez marquants, tu vois, son énorme dunk sur LeBron en finale de conf. Et il y a une série contre Philly où il est assez impressionnant. Il fait 5 matchs, et la série se finit en 5, et en fait, il fait 5 matchs sur 5 à plus de 20 points de moyenne contre Philly en demi, qui est quand même une équipe Philly en 18-19 avec assez dominante, quoi, parce qu'il y a Embiid, il y a Ben Simmons et tout. Et c'est pour ça que moi, je l'avais 8e. Et puis, je trouvais qu'il y avait une vraie hype sur le profil, parce que tu voyais un scoreur qui a déjà le shoot à 3 points, et qui avait des vrais moves en fait au poste, sur du face-up, sur du post-up, très fluide dans ses gestes et tout. Il n'y avait pas trop de doute. Tu posais la question de ok, est-ce que ça va devenir un porteur de balle primaire et tout. Je pensais pas que ça allait devenir un top 5 player NBA, mais il y avait une vraie hype sur lui. Et surtout, tu te disais, ouais, en fait, c'est un ailier qui peut clairement être facilement à 25 points par match, et qui a un profil que tu peux projeter facilement aussi dans des hautes sphères de playoff, parce qu'il a le physique, qu'il défend et qu'il a déjà le shoot, quoi. Alors, moi, je l'avais pas dans mon top 10 pour le coup, Tatum. Je suis pas sûr que ça soit devenu depuis un top 5 NBA. Je suis pas sûr qu'il y ait une saison où vraiment c'est un top 5 NBA. Mais par contre, il a des saisons, c'est le meilleur américain. Peut-être, ouais, il faut regarder. J'ai l'impression qu'il est un peu en dessous de ça. Enfin bref, de toute façon, c'est pas le débat. Alors, moi, Tatum, non, je l'avais pas pour deux raisons. Alors, effectivement, c'est ses playoffs qui sont impressionnants. Et très clairement, c'est les playoffs qui le font entrer dans ce top 10. Moi, j'ai pas eu la vision sur Tatum pour le coup. Et quand je l'ai vu en tant que rookie, ce qui était cool, c'était sa maturité. C'était un joueur assez mature, assez clean finalement dans le jeu. Mais je trouvais que t'avais pas de flash, tu vois. Tout ce qui tentait, qui sortait d'un rôle, un peu de role player justement, poste 3, shooter en catch and shoot à 3 points, bon défenseur, bah il le faisait pas très bien. Tu vois, je regarde les stats en même temps. Il est à 3 pull-ups par match à mi-distance. Durant son rookie, il est qu'à 41% sur ce play-là, ce qui est assez bas pour le coup. Il n'y a pas de pull-up à 3 points. Par contre, voilà, sur le catch and shoot, il est très fort. L'accès au cercle, je ne voyais pas non plus de dribble, tu vois, qui lui permettait d'accéder au cercle. Et donc, pour moi, c'est une saison rookie de role player finalement. Il est role player dans sa saison de rookie. Tu vois, tu pourrais presque la comparer. Elle est meilleure, mais presque à la saison de Malcolm Brogdon, qui finit d'ailleurs au Rookie of the Year en 2016-2017, sauf erreur de ma part, qui a un peu de la même façon une saison de role player, voire même il était peut-être même un peu plus responsabilisé que Jason Tatum, parce qu'il avait un tout petit peu de création sur le pic. Il défendait pas non plus le point d'attaque. Enfin, tu vois, j'avais du mal à... Je trouve que la saison régulière, elle est vraiment en dessous, même pour être top 15. Je suis même pas sûr qu'on est sur une saison régulière top 15 pour le coup des rookies des 10 dernières années. Par contre, effectivement, il y a le run de playoff où il se révèle un peu, qui est vraiment intéressant, et la série contre les Cavs où
on a l'impression à minima de découvrir un joueur de caractère, on va dire. Ouais, mais je pense que c'est. Alors, je suis d'accord, mais c'est plus lié au fait qu'il n'a pas pu avoir de volume parce qu'il était dans une équipe très forte où tu vois, Je t'as peux comprendre. Kyrie, t'as Ouais, ouais. Horford, t'as Brown. Et en plus, c'est l'année où Hayward il se blesse dès le premier match. Là, il se casse la jambe contre les Cavs. Donc, ouais, je te trouve un peu dur parce que moi justement, je trouvais qu'il y avait des vrais flashs au scoring à mi-distance, sur du face-up ou sur du post-up, qui étaient assez impressionnants. Et je projetais facilement en fait un top scorer dans la ligue. Mais ensuite, oui, il n'y avait pas tant de flash que ça sur la création pour lui-même parce que bah, il y avait d'autres mecs à qui donner la balle parce que bah, c'est des stars, quoi. Effectivement. Mais en tout cas, du coup, Jason Tatum sera notre 10e de ce top, de cette draft, pardon, des meilleurs rookies des 10 dernières années. Donc si je récapitule, on est d'accord. Premier Wemby, deuxième Doncic, troisième Simons, quatrième Donovan Mitchell, cinquième Karl Anthony Towns, sixième Chet Holmgren, septième Trae Young, huitième Ja Morant, neuvième Porzingis et dixième Tatum. Quand je regarde le classement, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que Mitchell est trop haut et que Towns est trop bas. Mais bon, c'est pas grave, ils sont, c'est normal, c'était pas le mien pour le coup, donc ça s'explique. On se fait une petite partie, Paul, on se fait une petite partie mention. Parce que là, il y a peut-être des mentions cool. Ce que je te propose pour pas que ça dure trop longtemps, c'est que tu présentes pourquoi il était dans tes mentions et puis je réagis pas forcément et inversement. Bah moi, j'avais Evan Mobley dans mon top 10 quand même. Je l'avais 9e. Grosse saison rookie, 15,8 rebonds. Une défense où tu le projettes quand même déjà très haut. Il n'y a pas d'efficacité au scoring. Il y a quand même des doutes sur le shoot. Mais il fait gagner 22 wins de plus aux Cavs. Et je trouve que c'est quand même lui qui a redonné, enfin, où en fait les Cavs redeviennent une place forte dans la ligue, où tu pouvais les projeter, tu vois, comme une top 3 équipe de leur conférence à terme, parce qu'il donne un autre visage de cette équipe défensivement. Donc très impactant. Et la même année, d'ailleurs, lui, je l'avais en mention, je l'avais un peu plus bas, c'est Scotty Barnes. Pareil, grosse saison rookie, 15,8 rebonds. Les stats sont à peu près les mêmes. D'ailleurs, Scotty, lui, il est Rookie of the Year. Et il fait les playoffs avec Toronto. Il fait quand même gagner 21 wins de plus que la saison d'avant. Mais alors, c'était la saison du Covid, donc la saison d'avant. Donc, en fait, ils étaient pas vraiment dedans, Toronto. Et puis, il y a quand même des bien meilleurs joueurs aussi à côté de Scotty Barnes, que tu as Van Vliet et Siakam cette année-là. Et, et je projetais moins une grosse star que Evan Mobley. Mais la saison de Scotty Barnes, elle est quand même très solide. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Alors moi j'ai les deux aussi en... Alors Evan Mobley, moi je l'avais 10e de mon classement, donc je l'avais aussi dans mon top 10. Il n'est pas apparu parce que on a choisi visiblement d'en prendre d'autres. Je l'avais un peu derrière Porzingis parce que j'ai pas la projection sur Mobley d'un franchise player, pour le coup, ce que j'avais avec Porzingis. Ce qui, voilà, juste pour l'expliquer, mais Mobley mérite clairement une mention. Et j'avais aussi Barnes, pour le coup, dans mes mentions, qui était dans le fin fond de mes mentions. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, j'ai pas du tout la projection même d'un top 2 joueur de son équipe. Par contre, la saison rookie, elle est très 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 solide. Joueur qui remplit énormément de cases et qui est vraiment, vraiment très cool pour ça. Dans mon top 10 qu'on n'a pas cité, moi j'avais Lamelo. J'avais quand même Lamelo, hein. Je l'avais 9e Lamelo. Tu vois, tu parles de hype. Bah là, pour le coup, heureusement qu'il est qu'à Charlotte parce que pour le coup, le joueur est totalement électrisant et la hype est vraiment impressionnante parce qu'on se rend compte qu'en fait, son pull-up sur le pic fonctionne, qu'il est bon créateur. Et en fait, je crois qu'on se dit un peu, est-ce qu'on n'a pas un Trae Young sans les problèmes de Trae Young à terme ? Comme il est grand, qu'il est quand même costaud, il est très créatif, il peut shooter de loin, il devrait pouvoir défendre vu qu'il est grand. Et ben au final, il s'est révélé que c'est un joueur, on verra ce que ça donne avec le temps, mais qui vraiment ne décolle pas pour le coup. Donc moi j'avais Lamelo dans mon top 10, je crois que c'est le seul joueur les deux joueurs que j'avais dans mon top 10, c'est Lamelo et Mobley qui n'ont pas été cités. J'ai une autre mention pour Anthony Edwards quand même, et Paolo Banchero, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens pas trop longtemps dessus. Vraiment deux saisons rookies qui se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire des très forts scoreurs, très agressifs, un peu unidimensionnels, c'est-à-dire ils ne peuvent que scorer et pas faire grand-chose d'autre. Et très très difficile sur l'efficacité. Ils sont tous les deux à 91 de TS+, ce qui est super bas. Pour le coup, c'est d'autant plus bas pour Banchero que c'est en intérieur que pour Anthony Edwards. Et comme quoi, les trajectoires peuvent être différentes, même si tous les deux ont une belle trajectoire. Mais je trouve que Anthony Edwards est quand même vraiment un joueur d'une autre dimension que Paolo Banchero pour après. Est-ce que tu avais d'autres mentions, toi, de ton côté ? Ouais, juste pour revenir, ouais, c'est vrai que moi, Lamelo, j'étais très hype dès le début. Mais je trouve que c'est plus sa saison sophomore qui est assez impressionnante parce qu'il fait gagner des matchs aux Hornets et il est All-Star.
Mais je peux comprendre que tu aies mis Lamelo dans le top 10. Et c'est vrai que Paolo et Ant, bah, il y a du scoring, il y a du volume, mais il n'y a pas d'efficacité. Et sur les autres aspects du jeu, il n'y avait pas grand-chose quoi, sur la saison rookie. Et une dernière mention pour moi, c'est quand même Derek Lively, parce que c'est un rookie qui a eu un vrai rôle en fait dans une équipe qui allait jusqu'en finale, quoi, avec des énormes playoffs et tout. Un peu une licorne aussi, parce qu'il fait presque 2,20 m, même si c'est pas du tout les mêmes skills que les autres mecs qu'on a cités. Mais alors, en régulière, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose. Tu peux pas le mettre dans un top 10 ou en mention. Et je trouvais que ses playoffs étaient quand même déjà assez impressionnants en termes d'impact dans ses Mavs, avec des gros joueurs à côté de lui. Mais j'avoue qu'il m'a vraiment impressionné sur sa saison rookie. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en mention comme ça. Et moi, j'ai 2 dernières mentions. La première, Malcolm Brogdon, Rookie of the Year, sans doute le plus faible des Rookie of the Year des 10 dernières années, mais qui, mine de rien, il faut quand même se rappeler que Brogdon dégage une telle sensation d'un joueur fiable, rarement eu, je trouve, sur un rookie, cette sensation de, alors ok, ça sera pas un franchise player, mais tu es sûr que ça sera un joueur fort, d'une équipe qui va loin en playoff, un joueur très très stable, intelligent, coche beaucoup de cases. Donc c'est sans doute d'ailleurs le meilleur des role-players rookies, vraiment role-players des rookies des 10 dernières années. Et le dernier que j'avais, c'est quand même Stephen Castle, qui est Rookie of the Year de l'année dernière. Je ne sais pas ce que ça donnera, Stephen Castle, et on pourrait se lancer dans un grand débat, donc on va faire attention à ne pas le faire pour que l'épisode se termine quand même si ton avis est tout à fait intéressant si tu veux le donner. Mais parce que je trouve que Stephen Castle, c'était pas si mal l'année dernière, dans le fond, quoi. Il y avait des trucs intéressants, la défense était pas si mal, il y a un vrai souci sur le tir, mais le drive est pas inintéressant, il y a de l'agressivité, le passing est pas si mal aussi. J'avais très peur, moi, en début de saison, sur Stephen Castle, et finalement, j'ai trouvé que sa saison rookie était quand même intéressante. Je sais pas si tu veux dire un mot sur Castle ou Brogdon pour terminer. Ouais, après, il arrive dans une année, il est Rookie of the Year, mais il arrive dans une année où il n'y a personne, quoi. Genre, c'est vraiment le seul qui surnage un peu, quoi. Ouais, il est quand même en 15-4-4, hein, au final. 15-4-4, une inter, un tout petit peu en dessous du 15-4-4, pour le coup. Et dans le contenu, je trouvais ça finalement pas si mal. Par contre, beaucoup de mal à me projeter. Je sais pas du tout ce que ça peut devenir Stephen Castle dans le temps. À l'inverse d'un Michael Brogdon où pour le coup tu voyais très bien. Enfin, genre Castle, je pense dans 4 ans ça peut être un joueur qui joue presque plus. Enfin, presque plus, j'abuse, mais je veux dire qu'il n'y a pas de rôle. Alors que Brogdon, t'avais aucun doute qu'à 4 ans il avait un rôle, quoi. Pour le coup. Ouais, mais Castle, il est plus jeune et tu peux aussi le projeter en star, quoi. Exactement. La range elle est plus instable, mais C'est elle est vrai que plus. le range de Castle est vraiment énorme, quoi. Tu sais vraiment pas ce que ça peut devenir. Ouais, sachant que le maxima effectivement est en star, j'ai quand même du mal à l'imaginer en star, malgré tout. Pour le coup, j'ai surtout une projection d'un joueur qui a des qualités, mais qui malheureusement ne correspondent pas au niveau auquel il joue. En l'occurrence à l'NBA. T'avais d'autres mentions? Ou est-ce qu'on a terminé? On en a fini pour ce podcast. Bah, du coup, on est curieux aussi d'avoir le vôtre de votre côté. Est-ce qu'il y a des choix qui vous ont étonné? Est-ce qu'il y a des mecs que vous auriez aimé voir, que vous n'avez pas vu? À l'inverse, on est curieux d'avoir vos avis. C'est des épisodes où généralement on discute bien, donc c'est cool. En tout cas, restez connectés parce qu'on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.